C'était un peu contre-intuitif pour moi au début quand on m'a approché pour être présidente du Conseil du Trésor. Je suis avocate. On a la notion du fait que, bon, c'est beaucoup de chiffres, hein, c'est de la comptabilité, c'est des finances, c'est très pointu en matière de comptabilité. Mais dans le fond, le rôle du Trésor n'est pas très loin du rôle du ministère de la Justice, mais dans un autre aspect, c'est le contrôleur des finances de l'État. C'est un rôle de s'assurer que l'argent des citoyens est bien dépensé, de l'intégrité de la façon dont on dépense l'argent, parce que c'est l'argent du public, il ne faut jamais l'oublier. C'est pas mon argent, c'est pas l'argent de Sonia Lebel, c'est pas l'argent d'Éric Girard, c'est pas l'argent du premier ministre, c'est pas l'argent du gouvernement de la CAQ, c'est l'argent de tous les citoyens. Et le rôle du Trésor, c'est vraiment un rôle de contrôleur, un rôle de s'assurer que cet argent-là est bien dépensé aux endroits où on a promis, où on a annoncé qu'on allait le dépenser. Donc, c'est un rôle qui se joue en collaboration très étroite avec le ministère des Finances, avec mon collègue Éric Girard, entre autres. Aux Finances, il va décider du niveau de dépenses pour l'année. Il va décider de notre budget. Hein? On sait, quand le ministre des Finances dépose un budget au mois de mars, combien on peut dépenser en santé? Combien on peut dépenser en éducation? Qu'est-ce qu'on va mettre en tourisme? Qu'est-ce qu'on va mettre en culture, quels sont les choix, les priorités des Québécois dans un moment donné. Ça, c'est le ministre des Finances qui regarde ça. Une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a travaillé son budget, bien, c'est là que le Trésor entre en scène. Donc, avec les ministères, tout au long de l'année, on s'assure que les dépenses sont faites en fonction des choix qu'on a fait pour les Québécois, en fonction des choix que les Québécois ont votés, ont décidé à travers les différents députés. On s'assure que, entre autres, le Conseil du Trésor a à sa charge ce qu'on appelle le Plan québécois des infrastructures. C'est un grand mot, hein, Plan québécois des infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est les routes, c'est nos écoles, c'est nos maisons des aînés, c'est nos hôpitaux. Et on a un budget aussi pour ça. Donc, c'est s'assurer que les dépenses sont bien faites, que cette confiance-là dans les finances de l'État, cette confiance-là dans les actions gouvernementales, elle est maintenue. Puis pour moi, quand on m'a approché, c'est sûr que sur le coup, j'ai fait comme, mon Dieu, je suis avocate, qu'est-ce que je vais aller faire dans un milieu de comptable? Mais non, mon expérience de s'assurer que les dépenses sont faites pour les bonnes raisons, que les choix sont bien respectés, qu'on fait ce qu'on dit ce qu'on fait, qu'on est le plus transparent possible dans nos actions, tout ça en ayant toujours en tête l'intérêt du Québec, l'intérêt des Québécois. Ben pour moi, c'était très proche de ce que je faisais à la justice, puis c'est très proche de ce que j'ai fait toute ma vie, d'ailleurs. Donc, étonnamment, pour moi, je dirais, la première, ça a été quelque chose où je me suis rapidement retrouvée des repères et rapidement retrouvée à l'aise. La transparence, c'est l'honnêteté, hein? Puis être transparent, c'est pas de nécessairement tout dire, mais c'est d'expliquer ce qu'on ne peut pas dire également. Je m'explique. En justice, comme dans les finances de l'État, c'est pas vrai qu'on peut tout divulguer à large public tout le temps. Ça fonctionne pas comme ça. C'est comme dans une entreprise. Il y a des choses qui doivent être gardées pendant un certain temps, quand on parle des décisions qui sont prises, quand on parle de la façon dont on prend certaines décisions. Mais pour moi, la transparence, c'est de pouvoir aussi dire aux gens, ben je peux pas vous le dire pour telle raison. Je vais revenir avec un parallèle en justice parce que des fois, c'est plutôt là, on va parler d'enquête en cours. Des fois, quand on parle du domaine policier, puis je retombe comme dans mes anciens souliers, ben c'est pas vrai que je peux donner tous les tenants aboutissants d'une enquête en cours. Je vais compromettre mon enquête. Mais je peux expliquer, je l'ai souvent fait, expliquer aux gens, ben ça, je peux pas vous en parler. Parce que si je vous en parle, ça va compromettre mon enquête en cours. Fait que pour moi, la transparence, c'est de l'honnêteté, c'est de la franchise. Mais être franc, être honnête, être transparent, c'est aussi expliquer les choses. Et les gens sont capables de comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire maintenant. Je vous donne un exemple. Quand on parle du Trésor, c'est certain que j'annoncerai pas d'avance si je parle de la construction d'un hôpital, à titre d'exemple. Puis je suis dans les premiers temps de la construction d'un hôpital. Je peux pas annoncer, avant même que les appels d'offres soient faits, au grand public que je pense, moi, que l'hôpital va coûter 1,2 milliard. Si je fais ça, qu'est-ce que je fais, vous pensez? Quel signal j'envoie aux contracteurs du Québec? Qu'est-ce que je fais pour mes appels d'offres, vous pensez? Donc, je leur dis combien je suis prêt à payer. Je me donne pas comme gouvernement, comme gardien des finances des citoyens, l'opportunité de peut-être payer le moins cher possible, l'opportunité d'avoir la meilleure garantie de qualité pour les citoyens. Mais ça s'explique aux gens. Mais on a une tendance à penser que parce qu'on ne dit pas, on n'est pas transparent. Des fois, il y a des raisons pourquoi on ne dit pas, puis des fois, il y a des moments où c'est le temps de le dire après coup. Fait que pour moi, la transparence, l'honnêteté, la franchise,
c'est aussi être capable d'expliquer pourquoi on ne peut pas dire à un moment donné dans le temps. Ce qui ne veut pas dire que plus tard, on ne pourra pas le dire, que cette information-là ne pourra pas être donnée à un certain moment. Mais la transparence, c'est pas l'ouverture totale sur tout. Un gouvernement ne pourrait pas fonctionner, une entreprise ne pourrait pas fonctionner. Les gens ne fonctionnent pas comme ça dans leur vie. Donc, je pense que ça se comprend. Et c'est la même chose là, quand on parle d'un gouvernement. On est amené à faire des choix quand on est au gouvernement ou même partout dans la vie. On est amené à faire des choix et c'est pas vrai qu'on peut faire des choix qui vont remporter tout le temps l'unanimité. Et la confiance, c'est aussi prendre des décisions. Et les gens veulent qu'on prenne des décisions, qu'on assume des décisions, mais qu'on leur explique les décisions. C'est un grand défi, mais je pense que c'est un défi qu'on réussit avec l'équipe de la CAQ à mettre de l'avant. Et je pense que c'est ce qui, à mon sens, à moi, mon humble point de vue, ce qui explique présentement que les gens apprécient le gouvernement qu'on a formé depuis 4 ans. C'est pas parce qu'on a été parfait. On n'a pas été parfait sur toute la ligne, c'est normal. Par contre, on s'est toujours ajusté et c'est ça que les gens apprécient. Quand on est dans le domaine de la justice, hein, c'est pas pour rien que les avocats portent tous une toge, c'est pas pour rien que les avocats sont tous habillés de la même façon. Cet uniforme-là est très important parce que le message doit transcender le porteur de message, le messager. Alors qu'en politique, la grande différence, c'est que le messager est presque aussi important que le message parce qu'on est les personnes qui prennent des décisions pour les gens. Donc, il faut que les citoyens aient confiance non seulement en nos actions, mais en la personne aussi qui porte ce message-là et ces actions-là. Comme ministre, je deviens crédible aux yeux des gens si mon message est fort et crédible, et à l'inverse, mon message est crédible si moi, je suis forte et crédible. Donc, c'est un cercle qui se nourrit constamment. Puis être honnête, c'est faire les choses pour les bonnes raisons, en ayant en tête ces bonnes motivations-là. Ensuite, c'est d'avoir la capacité de reconnaître que des fois, une décision n'a pas les impacts qu'on pensait qu'elle aurait, donc de se réajuster. C'est de le faire dans le respect des autres, toujours en comprenant la situation des autres et en essayant des fois de se mettre à leur place. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en négociation au Conseil du Trésor. Le plus grand travail en négociation, c'est pas de dire « Hey, moi, c'est mes enjeux à moi que je dois pousser de l'avant puis de faire des gains ». C'est de comprendre les demandes de l'autre et de comprendre pas juste ses demandes, puis pas de dire « Ben voyons donc, c'est ben trop exagéré », mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande-là et peut-être on peut être capable d'y répondre autrement. Donc, des fois, c'est d'identifier, au-delà de la demande, d'identifier le besoin. Et c'est la même chose quand on fait de la politique pour les citoyens. Au-delà des demandes qui viennent de tous les groupes, des fois, on a des demandes opposées pour les mêmes sujets, puis il faut trouver des solutions qui vont convenir au plus de monde. Au-delà des demandes particulières, c'est d'identifier le besoin puis d'essayer d'y répondre le plus largement possible. La décision que l'on met de l'avant, le message qu'on met de l'avant est extrêmement important, mais le messager est aussi extrêmement important et les deux sont la clé de la confiance du public. C'est ce que je constate là, depuis 4 ans. Si la partie négociante devant moi n'a pas l'impression que j'entends ces demandes et que je les comprends et que je les considère sérieusement avant de les accepter ou de les écarter et que je leur explique pas correctement pourquoi je l'écarte, ben là, c'est le chaos et ça fonctionne pas. Puis on a réussi, je pense, à s'entendre dans la dernière année et demie avec l'entière majorité. Il reste encore quelques petites choses à régler, naturellement, qui sont importantes pour les gens pour lesquels elles ne sont pas réglées. Mais si on regarde l'ensemble des négociations, on a réussi à mener toutes ces négociations-là délicates et toutes ces négociations-là se sont terminées par une entente. Et pourquoi? Parce qu'on a pris le temps. Des fois, des gens disent des fois trop de temps, mais il y a jamais trop de temps de pris quand on finit par s'entendre. Notre système de justice est basé sur le fondement on préfère, et c'est peut-être mal dit, là, mais sur le fondement de dire qu'on est prêt à courir le risque de peut-être échapper à un criminel pour s'assurer qu'on ne condamnera jamais un innocent. Tout ça est important, il faut le garder en tête et c'est le fondement de notre démocratie, de notre institution fondamentale qui est la justice. D'un autre côté, il y a eu un déséquilibre dans les dernières années. C'est-à-dire que l'impression des gens, même si au quotidien, ce n'était probablement pas le cas dans la majorité des cas, mais peut-être dans certains cas, oui. Certains cas qui ont fait très mal au système de justice et la confiance, mais l'impression des gens était qu'il y en avait que pour l'accuser et que les victimes étaient négligées dans le système. Ramener un équilibre, c'est pas de bafouer les droits de l'un pour
s'assurer que les droits de l'autre soient respectés. Un équilibre, c'est de s'assurer que les droits des deux parties sont respectés. Donc, c'est pas de diminuer la barre de ce qu'on faisait pour être sûr qu'un innocent n'était pas condamné, mais c'est plutôt de monter la barre sur ce qu'on fait et sur ce qu'on faisait pour s'assurer que les victimes aussi ont l'impression d'avoir un système de justice qui les respecte, qui les écoute et qui est là aussi pour les entendre. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas fait de façon consciente. Il y a personne qui s'est levé un matin comme intervenant de la justice en disant « Hey, moi, aujourd'hui, je vais manquer de respect aux victimes », mais le système étant ce qu'il est, la vitesse à laquelle ça fonctionne, il venait un moment où, effectivement, lentement mais sûrement, les familles, les citoyens, les victimes ont commencé à, particulièrement en matière d'agression sexuelle, où c'est extrêmement délicat, extrêmement dur pour elles de se confier. Des fois, ça prend de nombreuses années avant qu'elle ait même le courage ou la force d'en parler à quelqu'un. Imaginez venir témoigner devant un juge, devant un étranger, raconter ton histoire qui est à la fois atroce et très intime. C'est encore une fois une question d'équilibre. Donc, il faut pas céder à la tendance de dire, ben là, écoute, à cette heure, je vais enfermer les criminels dès la première accusation, puis je vais les oublier en jetant la clé. C'est pas ça qui va aider les victimes à se sentir respectées. C'est plutôt l'accompagnement qu'on leur offre, le fait qu'on a travaillé beaucoup pour l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles dans le système de justice. On a fait beaucoup de démarches, et pour moi, c'est cette question d'équilibre-là qu'il fallait ramener. Dans la vie du Québec, on est de passage. On est fiduciaire du gouvernement, on est fiduciaire des intérêts des Québécois, puis il faut le comprendre que c'est un privilège, mais c'est une très grande responsabilité. Et le ministère de la Justice s'assure que les décisions du gouvernement sont faites dans le respect des droits des gens, dans le respect de nos constitutions, de nos principes, de nos valeurs fondamentales. Et le Conseil du Trésor s'assure que les dépenses de l'État sont faites de façon intègre, avec les moyens des Québécois, avec des retombées maximales, que chaque dollar investi pour le Québec donne le maximum de retombées aux citoyens parce que c'est son argent. Donc, ce sont des contrôleurs, ce sont des chiens de garde, ce sont des ministères qui n'ont pas de service à la clientèle. Tant Justice que Trésor n'a pas de relation directe avec les citoyens, contrairement au ministère de l'Éducation, à titre d'exemple, ministère du Tourisme, ministère de la Santé, qui sont qui donnent des services aux citoyens. Mais Justice et Trésor travaillent avec les différents ministères justement pour les soutenir, les aider dans leur prestation de services aux citoyens. La qualité d'un gouvernement honnête, c'est un gouvernement qui inspire confiance. À partir du moment où on inspire confiance, c'est parce qu'on a été honnête, justement, comme membre du gouvernement, qu'on a expliqué nos décisions, qu'on a pris la peine d'écouter les citoyens et qu'on a pris la décision dans le meilleur intérêt possible des citoyens et toujours avec en tête l'intérêt des citoyens et pas notre propre intérêt personnel. Et c'est ça, un gouvernement honnête. Et les gens pourront le constater, mais ils vont le vivre. Ils vont le vivre, ils vont le sentir. L'honnêteté, ça se vit, ça se voit, ça se sent dans les décisions et ça se sent dans le fait que, comme gouvernement, quand on est complètement honnête, complètement transparent, c'est quand on respecte les gens et qu'on n'a pas peur aussi de s'ajuster. On n'a pas peur, je dirais pas de se tromper parce que la décision est prise est prise de bonne foi, est prise avec intérêt des citoyens, mais il peut y arriver parfois qu'on se rende compte qu'une décision n'a pas l'effet escompté ou qu'on a peut-être, malgré toute notre honnêteté, notre intégrité, notre ouverture, on n'a peut-être pas vu quelque chose dans l'angle mort et c'est d'être capable, justement, de le dire et de s'ajuster. Et c'est pas un recul, ça, c'est un ajustement et on va de l'avant. Et des fois, ça prend quelque temps aussi à une décision, à un règlement, à une loi pour bien vivre sur le terrain. On regarde les décisions, on fait des rétroactions, puis des fois, on dit, ben là, il faut faire des ajustements. Et c'est comme ça, c'est vivant une décision, c'est vivant un gouvernement. Et il faut que ça continue. Et la population aussi. Elle est vivante dans ses décisions, dans ses désirs, dans ses objectifs. Ce qui était bon pour les citoyens du Québec il y a 20 ans, c'est pas nécessairement la même chose aujourd'hui. Donc, il faut aussi que le gouvernement soit capable de s'ajuster aux besoins de sa population, dont les valeurs changent, dont les valeurs évoluent, dont les valeurs grandissent, et le gouvernement doit changer, évoluer et grandir avec sa population. C'est ça, un gouvernement honnête. L'intégrité, pour moi, c'est pas binaire, c'est pas blanc ou c'est noir. C'est 50 nuances de gris dans le sens où c'est de faire toujours
le mieux qu'on peut pour les bonnes raisons. Ce qui ne veut pas dire qu'on est parfait, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Je me suis trompée souvent dans ma vie, mais l'idée, c'est de le reconnaître, d'apprendre de son erreur et d'aller de l'avant et de s'ajuster. On est intègre même quand on se trompe de bonne foi, en ayant eu en tête la bonne motivation, les bonnes raisons et l'intérêt des bonnes personnes quand on a pris la décision. Et c'est ça qui est très difficile dans les conflits d'intérêts, c'est de s'assurer que quand on a en jeu des intérêts qui peuvent être divergents, c'est-à-dire le mien versus ceux de la population, mais pour que les gens aient confiance, il faut qu'ils s'assurent qu'on n'ait pas de conflit, c'est-à-dire que moi, j'ai pas d'intérêt dans la situation, donc nécessairement, quand je vais prendre une décision, elle va être intègre parce qu'elle va être prise dans l'intérêt des gens pour qui je travaille. Ce qui ne veut pas dire que c'est la meilleure décision ou qu'elle est parfaite. C'est juste que mon processus a été fait correctement. Et c'est pour ça que je dis la même décision peut être intègre si elle est prise par une personne X, parce que cette personne-là a en tête l'intérêt des gens pour qui elle travaille. Et une décision similaire peut ne pas être intègre, même si elle s'avère bonne au final. Mais dans le processus qui a mené à cette décision-là, on peut avoir manqué d'intégrité parce que la raison pour laquelle on l'a prise, c'est pas la raison pour la bonne raison ou la bonne motivation. En matière de justice, en matière d'intégrité, en matière d'honnêteté, le processus est souvent aussi important, sinon plus important que la décision. Comme profession, ça part avec un préjugé défavorable, que ce soit avocat ou politicien. C'est des professions qui, dans la croyance populaire, dans le folklore populaire, part nécessairement avec une position défavorable. C'est peut-être parce que, en titre d'avocat, on entre en scène souvent. On n'est pas des marchands de bonheur. Hein. Je dis toujours que les gens étaient pas heureux de venir me voir dans mon bureau, sont pas plus heureux d'aller voir un avocat de la défense, sont pas plus heureux d'aller voir. Les avocats, on entre souvent en jeu, malheureusement, quand les gens vivent des conflits dans leur vie, sont dans des situations problématiques, qui sont dans des situations conflictuelles, ou soit qu'ils ont des enjeux avec le gouvernement, qu'ils ont des enjeux avec le système de justice, ou qu'ils ont des conflits avec leurs voisins, se séparent, se divorcent. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas des marchands de bonheur comme membres du barreau. Et les politiciens, on est aussi dans une situation où on doit trancher, prendre des décisions. Tout ça part de la confiance qu'on peut avoir en nous. Fait que c'est souvent la profession et non pas les individus, parce que, étonnamment, on rencontre beaucoup de gens qui disent du revers de la main, « Ah, les politiciens, on n'a pas confiance en ça », mais qui adorent leurs députés, mais qui disent souvent à leurs députés, puis je l'ai entendu de mes collègues et pas juste à moi, « Bien, vous, par exemple, vous êtes un bon député, vous êtes une bonne députée. » Donc, les gens font une différence entre le travail et l'individu qui l'exerce, mais il demeure quand même cette espèce d'aura-là de la politique, c'est quelque chose qui ne travaille pas dans l'intérêt des citoyens, ce qui est pas le cas quand on parle avec les gens à l'individuel. Donc, il faut toujours avoir en tête que la confiance se bâtit décision par décision, action par action, conversation par conversation avec nos citoyens, mais qu'elle peut se perdre très rapidement. Et quand on a ça en tête, je pense qu'on est sur la bonne voie pour rebâtir cette confiance-là des citoyens envers nos institutions démocratiques, que ce soit les avocats ou les politiciens. Ce qui était devenu problématique avec la situation qui a donné lieu à la commission Charbonneau, c'est que la place des gens malhonnêtes avait pris le dessus sur les gens honnêtes. Et les gens honnêtes, les contracteurs honnêtes, n'avaient plus l'espace, la place pour être capables de travailler correctement. Ce que la commission Charbonneau est venue faire, c'est d'assainir tout ça et de ramener là où doit être le crime et la corruption, dans des situations de marginalité. Et comment lutter contre la corruption, c'est de jamais penser que le travail est terminé. Il s'adapte, les gens s'adaptent, les criminels s'adaptent. Le jour où on pense qu'on a mis fin à la corruption, c'est le jour où on a perdu le combat sur la corruption. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'elle est présente, qu'elle peut être présente, ce qui ne veut pas dire qu'elle est là dans la vie de tous les jours, puis que tout le monde est corrompu, puis que tout le monde prend des décisions corrompues tout le temps. Ça ne veut pas dire de verser dans le cynisme et ne plus faire confiance à personne. C'est juste d'avoir en tête que ce sont des mécanismes qui sont possibles et de toujours essayer de trouver les meilleurs moyens pour éviter que ça se reproduise. C'est là qu'il est difficile des fois d'avoir l'équilibre entre la souplesse
et la surréglementation, parce que tous les règlements qu'on a qui sont décriés par le gouvernement ont souvent été mis en place suite à des situations particulières. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, les gens disent « Mon Dieu, que c'est compliqué de faire affaire avec le gouvernement », mais tout ça vient d'un désir, d'une volonté de s'assurer que les décisions sont prises sans influence indue ou sans influence extérieure et qu'elles ne sont pas corrompues au sens large du terme. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut trouver l'équilibre entre la réglementation, le contrôle et la capacité d'agir. Il y a plusieurs choses qui sont en tête quand on parle d'efficacité de l'État. Donc, s'assurer que chaque dollar investi ou dépensé par le gouvernement rapporte le plus possible en service, en bien-être, en confort, en intérêt pour le Québécois. S'assurer que chaque dollar dépensé est dépensé pour les bonnes raisons, dans les bons programmes, et ça, c'est la réglementation qui nous le permet. S'assurer aussi qu'il y a l'agilité nécessaire de le faire en temps opportun et le plus rapidement possible. Et cette efficacité de l'État-là, bien, c'est sûr que toute la révision réglementaire de tous les règlements qu'on est en train de faire est très importante. La révision de tous les programmes gouvernementaux aussi est très importante, mais il faut garder en tête aussi la façon d'être capable de contrôler ces décisions-là. Donc, on ne peut pas juste dire, bien, demain matin, on va dépenser comme on veut, rapidement, sans contrôle. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'il y ait tellement de contrôle que l'État n'est plus capable d'avancer et d'agir en temps opportun pour les citoyens. Tu sais, si tu agis 2 ans après que le besoin ait été identifié, ben c'est trop long pour les citoyens. C'est comme quand on parle d'une tuyauterie, puis qu'on veut que le maximum d'eau sorte s'il y a des fuites un peu partout, des fuites d'inefficacité, parce qu'on double des processus, parce qu'un processus est trop long pour rien, parce qu'il est trop complexe. On pourrait le simplifier et quand même s'assurer de l'intégrité du processus. Ben c'est ça aussi l'efficacité de l'État, parce que nécessairement, ça fait en sorte que peut-être qu'un dollar investi va finir par donner 35 cents de service aux citoyens. Ce qu'on veut, c'est que le dollar investi retombe sur le terrain le plus proche du citoyen, le plus complètement possible. Souvent, là, on se rend compte qu'on investit $1 en haut, il en sort 25 sous au bout. Puis là, tu te dis, écoute, il est où mon 75 sous entre les deux? Ça se peut qu'il ait été investi correctement. Ça se peut que ce 75 sous-là soit parti à des endroits qui sont justifiés et justifiables. Mais l'efficacité de l'État, c'est de s'assurer, on aurait-tu pu le faire? On aurait-tu pu avoir 50 sous qui sort au bout du tuyau, 75 sous plutôt que juste 25? Donc, c'est s'assurer que les processus sont efficaces et qu'on ne perd pas inutilement de l'argent en cours de route et que le citoyen a le maximum de bénéfices de l'argent investi. Donc, il faut trouver l'équilibre entre s'assurer que les décisions sont bien prises dans un processus qui est correct et s'assurer également que l'argent est bien dépensé au bon endroit et s'assurer que c'est fait le plus rapidement possible pour les citoyens. Donc, c'est ça l'efficacité de l'État.